Bonjour, rebonjour à tous. Bienvenue pour cet ultime débat de la session 2022 de Medfel. Merci à Eric Ostalnou et à nos amis producteurs de Grèce, d'Espagne, d'Italie et de France pour les prévisions de pêche nectarine. Eh bien, justement, après ces prévisions, pourquoi nous sommes là encore un petit peu, une petite heure entre nous? Parce que dans toute l'Europe et ailleurs aussi, mais c'est un peu l'Europe qui nous intéresse, nous avons des agriculteurs qui produisent, mais ils produisent, leur raison d'être, c'est de produire des aliments de qualité et sains pour un public, pour une population. Et à la fin du Medfel physique le 28 avril à Perpignan, pour ceux qui avaient le privilège d'y être, Olivier Dauvert avait évoqué un projet qu'il porte avec Florence Duprat, que je vais présenter à l'instant, de faire rentrer l'éducation à l'alimentation à l'école. Alors, ça nous a paru un peu dingue et on s'est dit, après tout, puisqu'on a un peu de temps après les prévisions de récolte pêche nectarine, pourquoi pas revenir dessus. Donc, Olivier, merci d'être à nouveau disponible et de nous rejoindre. Florence Duprat, très heureux. Vous êtes directrice de l'Open Agri-Food. Vous nous direz en un mot ce que c'est. C'est un événement qui se tient tous les ans à Orléans. Mais avec Olivier, vous avez, et d'autres partenaires, vous êtes porteur de ce projet. Alors, c'est un projet assez dingue parce que l'éducation nationale n'est pas l'endroit. Il y a l'armée qui est la grande muette, mais la grande fermée, c'est peut-être l'éducation nationale. Là, on est entre nous, hein, mais quand on les invitera, on ne leur dira pas. Donc, ouvrir un programme scolaire, j'ai participé, j'ai aidé les gens de la filière des primeurs à créer un CAP primeur. J'ai vu le chantier, ce que c'était. Donc, j'imagine tout un programme scolaire de la maternelle à la terminale. C'est votre projet. Donc, j'imagine ce que ça doit être. Florence Duprat, peut-être un mot déjà, dire qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que l'Open Agri-Food. Et après, Olivier, je sais que tu es impatient, je te donnerai la parole pour nous donner la genèse de… Ladies first, par principe. Florence, on a un peu d'éducation, justement. Quelle galanterie. J'ai de l'éducation. Très heureux de faire votre connaissance par écran et plus tard, on fera mieux. Alors, Open Agri-Food. Eh bien, bonjour, ravi d'être parmi vous ce soir. L'Open Agri-Food, c'est un think tank et un do tank qui rassemble tous les acteurs économiques de la filière agroalimentaire, j'entends, du semencier jusqu'au consommateur, et ce, dans l'objectif de faire en sorte de casser les silos qui peuvent exister dans notre filière et qui sont parfois un vrai obstacle au progrès, et de faire en sorte que tous les acteurs puissent dialoguer, échanger et mieux se comprendre, y compris le citoyen d'ailleurs. Donc concrètement, c'est tous les ans à Orléans et il y a des dizaines de débats dans toute la ville, c'est ça ? Alors, c'est toute l'année dans des groupes de travail, et notamment celui sur l'éducation à l'alimentation qui fonctionne depuis plus de 2 ans. Et puis, une rencontre physique chaque année à Orléans en novembre, où on se réunit et on se fait part des différentes avancées des uns et des autres. Et là, n'importe qui peut venir, écouter, participer, débattre. Tout à fait, c'est entièrement gratuit, tout le monde est le bienvenu. L'essentiel, c'est de venir avec l'esprit ouvert et la volonté de partager avec les autres sans juger, mais en essayant d'apprendre des autres. Alors, il faudra nous donner les dates, comme ça on les mettra à disposition de notre public. Olivier Dauvert, Olivier, encore merci d'être fidèle à Medfel. Donc, tu es avec Florence et d'autres à l'origine de ce projet. Donc, il y a un manifeste qui a été signé au sein de l'agriculture, donc je le montre pour montrer qu'il existe, hein, vous ne pouvez pas le lire, mais si, un petit peu quand même. Donc voilà, il est réel, il existe. Vous êtes plus de 1000 signataires à ce jour. Donc je lis, manifeste pour une éducation à l'alimentation partout pour tous, mettre en place une véritable éducation à l'alimentation est aujourd'hui une urgence. Alors comment vous êtes arrivé à cette réflexion et comment vous voulez procéder ? Alors, d'abord, on y est arrivé de plein d'horizons différents, tellement il y a une forme d'évidence à poser ce sujet-là.
L'Open Agri-Food y était arrivé, le think tank agroalimentaire des Échos que je dirige aussi, et d'autres ont cette conviction-là. Donc, il n'y a pas la vocation chez aucun d'entre nous de s'accaparer l'idée comme étant l'invention la plus aboutie du XXIe siècle jusqu'à présent, tellement c'est du bon sens. Bon, mais pour vous faire partager le cheminement qui nous a conduit à revendiquer ça, parce qu'on revendique quelque part de pouvoir un jour, même si c'est peut-être une utopie à court terme, mais d'inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Il y a en gros 3 raisons principales. On peut en rajouter toujours, mais pour moi, il y en a 3 qui sont plus importantes que les autres. La première raison, c'est le fait de prendre acte qu'il y a aujourd'hui une forme de déconnexion entre la société et son agriculture. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. On peut le déplorer et on peut faire que le déplorer, ou on peut se demander comment retisser ce fil qui, objectivement, a plutôt eu tendance à se défaire qu'à se solidifier. La deuxième raison, c'est que sociologiquement parlant, la transmission intrafamiliale des sujets liés à l'alimentation a plutôt là aussi disparu plutôt que se renforcer sur les 2 à 3 dernières générations. On peut y voir du bien, du mal, mais là aussi c'est un fait. On ne transmet plus au sein des familles l'art de cuisiner, de choisir, de savoir comment c'est fabriqué, comment c'est produit, et tout simplement aussi parce que sociologiquement, il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ou 3 générations. Donc je veux dire, là encore une fois, ce n'est pas de dire on a tout cassé, c'est un fait. Et puis la troisième raison, c'est de constater, et là c'est très documenté, donc il ne s'agit pas de le contester, il s'agit de l'intégrer dans le moulin à réflexion, j'allais dire qu'il y a un lien objectif, avéré, encore une fois j'insiste, documenté, entre l'alimentation et la santé. Et quand on parle de santé, on parle aussi de santé publique, et notamment du coût de la santé publique via la solidarité, puisque c'est quand même plutôt pas mal. On est un pays où, quand on est malade, bien, les dépenses de santé sont prises en charge, donc ça veut dire que ça se compte en euros, et on considère par exemple que les dépenses de santé liées à des sujets dont la racine peut être de près ou de loin l'alimentation, sous-entendu la mauvaise alimentation, c'est peu ou prou une vingtaine de milliards d'euros. Alors, que ça soit 25 ou 15, je vais vous dire, d'abord, je ne le sais pas précisément, et puis on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la mauvaise alimentation a un coût pour la santé publique, et donc adresser ce sujet de la santé publique par l'éducation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement qui va se payer sur une génération. Et donc, voilà en gros les 3 raisons qui nous ont conduit à dire, bah, oui, il va falloir qu'on remette l'éducation à l'alimentation, dans l'éducation tout court, parce que malheureusement, ça a disparu. Le lien s'est effiloché avec l'agriculture et la transmission intrafamiliale n'existe plus, alors que ça a des conséquences néfastes pour la santé. Alors ça, Olivier, tu dis que ça a disparu, mais de mémoire, dans l'enseignement en France, il n'y a jamais eu vraiment de cours qui concernent l'éducation et l'alimentation. Bien sûr. Alors, et de la même manière qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait. Tu as bien remarqué que je n'ai pas dit que rien n'était fait. Ce n'est pas ça le postulat de départ. Donc, quand je dis que ça a disparu, pour être tout à fait précis, c'est la transmission intrafamiliale qui a disparu. C'est que ta grand-mère, elle avait probablement appris à ta maman, j'ai n'importe quoi comme exemple, comment faire du riz au lait. Voilà. Et que faire du riz au lait, c'est utiliser du riz rond. Ben, je te mets au défi de descendre dans la rue après notre intervention. Tu demandes à 10 filles et 10 garçons, parce que le sujet, ce n'est pas le genre, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Tu leur demandes, est-ce que vous savez avec quoi on fait du riz au lait? Alors, ils savent tous ce qu'est le riz au lait. Mais est-ce qu'ils savent que c'est fait avec du riz rond? Je te mets mon billet qu'il n'y en a pas 1 sur 2. Et encore, je suis d'un excès et d'un optimisme sans nom quand je te dis 1 sur 2. Mais alors, évidemment, tu peux me dire, on peut très bien vivre sans savoir qu'on fait du riz au lait avec du riz rond. Je te l'accorde. Mais c'est l'illustration de ça. Il n'y a plus de transmission intrafamiliale. Et donc, de fait, il y a une forme de déculturation qui s'est produite sur le sujet de l'alimentation. Le sketch de Coluche sur les poissons qui sont carrés, qui ont les œufs dans les coins, il a 30 ans, c'est pour te dire en plus que c'était déjà, on le voyait venir cette affaire-là. Et il y a 30 ans, malheureusement, ce n'était pas au niveau où c'est devenu aujourd'hui parce qu'il y a eu une génération supplémentaire. Donc c'est ça dont je prends acte comme étant une forme de disparition, la transmission intrafamiliale.
Alors, Florence Duprat, du haut de la scène qui domine l'Open Agri-Food et tous les observatoires que vous surveillez, vous confirmez le constat d'Olivier. Et puis, deuxième question, si le constat, vous le partagez, ce que je suppose, comment maintenant on va mettre toute cette ambition en musique? Alors oui, je confirme totalement ce constat. Je donnerais juste aussi une anecdote. Pendant le premier confinement, les jeunes qui ont aujourd'hui l'habitude d'aller se chercher à manger au fast-food en bas de la rue, au kebab, etc., n'avaient plus aucun moyen de s'alimenter et ne sachant pas mettre dans une casserole une pomme de terre, une carotte et un navet pour se faire une soupe, avaient faim. C'est-à-dire qu'on ne sait plus s'alimenter par nous-mêmes. Et c'est un vrai problème à la fois de santé publique et puis d'organisation dans la société. Là, on est d'accord, vous n'exagérez pas. Ah non, non. Ah non, 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 j'exagère pas. Les queues devant les Crous hein, pendant le confinement, on les a vues. Les jeunes avaient ne savaient pas se faire à manger eux-mêmes et ils n'avaient plus de moyens, de sources d'approvisionnement pour avoir une alimentation tous les jours. Alors, ça, oui, là où on peut rajouter peut-être Florence, c'est que bien sûr que quand Florence prend cet exemple-là, il correspond à une réalité. Là où il faut faire attention, c'est qu'elle n'a pas dit non plus tous les jeunes, mais c'est une dynamique et une progressivité qu'il faut regarder. C'est que factuellement, elle a 1000 fois raison. Il y en a moins aujourd'hui qu'il y a une génération qui savent qu'avec un navet, une carotte et une pomme de terre, comme elle l'a dit, on peut se faire à manger. C'est ça le truc. C'est évidemment pas que personne ne sache. Dire, il ne faut pas qu'on caricature nos positions au travers des exemples que l'on prend, parce que ce qu'on veut tous dire, c'est une forme de dynamique négative. Voilà. Et ça, pour le coup, elle est incontestable. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que ça ne va pas dans cette direction-là. Donc, il faut inverser la dynamique. Oui, exactement. Voilà. Et pour rajouter sur le pourquoi il faut le faire, et tu l'as lu d'ailleurs dans le titre du manifeste, tu as vu qu'on a écrit « Manifeste pour une éducation à l'alimentation partout, pour tous ». Et que ces deux mots-là, ou ces trois mots, partout et pour tous, ils sont totalement indissociables de notre ambition. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'est fait non plus. Tu vois, nous, on n'a pas dit que rien n'était fait, que c'était tout pourri. Que, non, il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature d'un débat qu'on veut poser parce qu'on perd en crédibilité. C'est souvent d'ailleurs ce qui manque au débat politique. Donc nous, on ne dit pas que rien n'est fait. On dit juste qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, il y a la semaine du goût, il y a des profs qui sont, ou des enseignants, ou des maîtres d'école qui sont très en prise là-dessus parce que c'est leur passion, parce qu'ils sont convaincus et qu'ils font des choses. Donc oui, il y a des choses, mais le problème, c'est que c'est ni partout, ni pour tous. Et que si on considère, avec presque une approche d'universalité derrière, que le sujet de l'enseignement à l'éducation, à l'alimentation doit être général, ben, il faut qu'il soit partout et pour tous. Ça veut dire que, et de manière peut-être un peu caricaturale, que le collégien, l'élève qui est à Sarcelles ou à Bordeaux, il doit avoir le même niveau d'éducation à l'alimentation et pas juste au bon vouloir du prof ou parce qu'il y a des marques qui sont venues faire des animations ou parce qu'il y a la semaine du goût qui est mieux relayée, que sais-je encore. Et donc, c'est comme si dans des collèges, on apprenait les mathématiques avec une façon de les apprendre. Dans une autre, 1 et 1 ne ferait plus 2, mais allez, 2,2 parce que ça fait plus joli sur le tableau. Enfin, je veux dire, et c'est ça aujourd'hui. Dans l'éducation à l'alimentation, il y a une trop grande diversité parmi ceux qui le font et ce n'est pas fait partout. Donc, voilà pourquoi nous, on dit partout pour tous, sous-entendu de la même manière. Et il n'y a rien de tel que le programme scolaire pour graver dans le marbre ce qu'on doit transmettre aux générations qui nous suivent. 1 et 1, ça fait quelques siècles que ça fait 2. Et ça va faire 2 pour encore quelques siècles. Ben là, l'éducation à l'alimentation a ce même niveau d'importance. Et je vais te dire pourquoi. De manière un peu familière, la bouffe, c'est la vie. Essaye donc de passer quelques semaines sans manger, ça va mal se terminer. Et si tu passes quelques décennies en mangeant mal, ça va mal se terminer aussi. C'est la même idée. Alors évidemment, quand on bouffe de la saloperie, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais c'est au final la même idée derrière. Donc Florence, on est convaincu, l'idée c'est vraiment partout et pour tous. Il n'y a que l'éducation nationale qui peut offrir ce cadre. Alors maintenant, comment on fait pour rentrer dans les programmes scolaires qui sont déjà surchargés? Les pauvres petits, ils ont déjà des cours de musique, des cours de judo, des cours de latin, des cours de grec, un peu de maths, encore moins d'histoire et surtout pas de géographie, un peu de français quand même.
Donc, comment on fait, je caricature exprès, moi aussi, mais comment on fait pour rajouter, allez quoi, 1 heure de cours par semaine? Eh bien, déjà, c'est le niveau d'ambition qu'on se donne. C'est-à-dire que si on considère, et Jean-Michel Blanquer avait commencé à dire que c'était une donnée importante de l'éducation, à ce moment-là, on va saisir le Conseil supérieur des programmes et on va étudier la possibilité de le faire entrer dans les programmes. Après, ce que j'ai bien compris en discutant avec beaucoup d'enseignants et d'inspecteurs d'académie, etc., c'est qu'effectivement, les programmes ne sont pas extensibles, que même si la priorité, c'est de faire en sorte, de faire régresser, hein, moi je le dis clairement, l'obésité, le surpoids, les maladies liées à l'alimentation, on ne va pas pouvoir, il y a le développement durable qui prend beaucoup de temps dans les classes maintenant, qui se développe, il y a l'éducation, enfin, il y a aussi toute l'éducation sexuelle, etc., qui se développe également. Donc, on est un peu, entre guillemets, en compétition avec d'autres sujets. Donc, l'idée, c'est d'utiliser plutôt les petites classes où finalement les enfants peuvent cultiver et faire la cuisine parce que c'est quelque chose d'assez ludique et qui n'empiète pas trop sur les programmes. Et les programmes tels qu'il a été conçu, c'est un programme expérientiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à bien manger dans les livres. Ça s'apprend en cultivant, en plantant des graines, en regardant comment ça pousse dans le petit potager de l'école, en voyant que si on n'arrose pas, ça meurt, en voyant que si ça gèle, ça meurt, en voyant le cycle des saisons, etc. Donc, il faut apprendre, il faut se reconnecter avec la terre et avec le fait de cultiver. Le deuxième pan de cette éducation, qui est très important aussi et qui est expérientiel, c'est apprendre à cuisiner. Et là, on a toutes les cantines de France qui, à 14 heures, ferment leurs portes. Et ces lieux peuvent être, comme le gymnase l'est pour l'éducation sportive, peuvent être des lieux d'éducation à l'alimentation, pour autant qu'on arrive à faire travailler ensemble et à faire dialoguer ensemble les enseignants, l'éducation nationale, la restauration collective et les collectivités locales qui détiennent les cantines. Mais tout ça, c'est un projet de longue haleine, mais ce n'est pas impossible. Et en plus, on aurait du coup aussi un temps, on pourrait lier des activités scolaires et extrascolaires. C'est-à-dire que sur le temps de la cantine, on peut déjà faire de l'éducation à l'alimentation qui pourrait éventuellement être réinvestie dans les classes. Et le troisième pan de cette éducation, évidemment, c'est d'apprendre à goûter. Il y a énormément d'enfants qui ont très peu de goût dans la palette des goûts qu'on peut avoir quand on grandit, on se constitue finalement le goût. Et il est important que chaque enfant, même s'il n'aime pas, même s'il ne mange pas, puisse goûter les différents aliments pour augmenter cette palette et accéder à la variété de notre alimentation. Alors, vous avez cité, Florence, les différents acteurs à convaincre, l'éducation nationale, dont les enseignants, les collectivités territoriales avec les cantines. J'en ajouterai un qui sont les parents d'élèves. J'imagine que vous avez commencé à prendre des contacts avec tous ces gens-là, les structures, les syndicats, les organisations, les représentants. Quelles sont les premières réactions quand vous arrivez en disant « je vais rajouter 1 heure dans le programme des petits » ? Alors, les parents d'élèves, en fait, on a fait une étude avec un cabinet qui s'appelle Mon Avis Citoyen. Et les parents d'élèves sont convaincus à 80% du bien fondé de mettre de l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Et ils sont même prêts à payer pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie des parents d'élèves qui sont prêts à mettre 50 € par an pour… Alors bon, ce n'est pas tous les parents d'élèves, c'est certainement ceux qui sont les plus favorisés. Mais en tout cas, les parents d'élèves nous suivent, les enseignants nous suivent. Il y a énormément d'enseignants qui sont partants pour ce programme. Je pense que l'éducation nationale n'y est pas hostile. C'est simplement qu'il faut prendre le temps, faut rentrer. Une fois la porte poussée, il faut mettre le pied dans la porte et ensuite faut travailler. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est possible. Moi, je rajoute quelque chose. Alors, dans les
dans les différents temps de cet apprentissage. Florence vous en a parlé de 3, donc apprendre à cultiver, apprendre à cuisiner, apprendre à goûter. On rajoute aussi, parce que c'est dans notre programme commun, je vais dire, hein, comme si on faisait de la politique, on va appeler ça le programme commun puisqu'on le partage à la virgule près. Il y a apprendre à choisir, c'est-à-dire qu'il faut donner des éléments de connaissance, de compréhension aux futurs consommateurs. D'abord parce que de ces choix va découler une partie de sa santé, on l'a déjà dit, mais aussi va découler une partie de son activité ou de son acte de citoyen. Ceux qui me suivent savent que je suis un fervent défenseur de l'origine, de l'identification de l'origine avec Balance ton origine. Si le consommateur savait mieux ce qu'il achetait, il va donner une forme de sens plus facilement à son achat. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez, parce que c'est encore le cas, un drapeau sur une boîte de conserve, parce que le produit a été préparé en France et que les fruits, le cochon, le lait ou que sais-je encore vient d'ailleurs, il faut être limite un bac+5 pour comprendre la subtilité qu'il y a entre le lieu de préparation, le lieu de transformation et le lieu de production initiale de la matière première. Donc, ce faisant, avec ce projet-là, et moi qui suis agri de formation, je le revendique totalement, on rend service à la cause agricole parce que si on éveille les consciences des futurs consommateurs dans leur capacité à choisir, il est fort probable que leur choix plus éclairant en deviendra plus soutenant pour la filière alimentaire française et notamment pour son premier maillon qui est l'exploitation agricole et l'agriculture. Donc, il y a une forme de convergence d'intérêts entre les visions qu'on vous développe avec Florence qui sont parfois sociologiques, parfois santé publique, parfois éducative, mais aussi agricole. Donc, on a besoin des acteurs agricoles parce que c'est leur intérêt de pousser ça. Croyez-moi que le jour où un consommateur comprendra que le melon charentais, c'est une variété et pas une origine, pour prendre un exemple, fruits et légumes, et qu'il peut être produit au Maroc ou à l'autre bout du monde et que ce n'est pas pareil en termes de valeur sociale, on aura probablement fait des efforts, hein, pour prendre un exemple très fruits et légumes. Et sur la filière fruits et légumes, où on a des balances commerciales extrêmement déficitaires, un peu de connaissance et de compréhension du consommateur ne ferait pas de mal. Hein. On s'y efforce. Je vais revenir justement sur les gens qui travaillent avec vous. Donc, à ce moment-là, je vais citer quand même les 3 autres partenaires avec qui vous avez rédigé le manifeste. Donc, il y a l'ACOFAL. Alors, l'ACOFAL, c'est une structure qui rassemble les interprofessions des produits frais. Donc, Interfel pour les fruits et légumes, Interbev pour la viande, Inaport pour le porc. Il y a la pêche, et qui c'est que j'oublie? Et la pomme de terre, non? C'est NIPT, je crois. Bon, si... je me ferai taper sur les doigts si j'en oublie un. Eurotoc, donc c'est l'association des chefs européens, présidée par Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée. Donc il s'excuse, il était invité à ce débat, mais il est en ce moment même aux États-Unis. Je n'ai pas osé lui demander le décalage horaire qu'il y avait, donc mais il est avec nous. Et une structure qui s'appelle les Enfants Cuisine, que je connais moins. Mais à partir de... Donc ça, ce sont les 5 rédacteurs initiaux. Mais qui vous soutient? Qui est autour de vous pour pousser ce projet? Bon, déjà, il faut dire... Olivier. Ah, pardon, mais je veux bien... Non. Déjà, il faut dire que... Florence, vous ne laissez pas faire parce que sinon... Vas-y. Mais là, pour le coup, vraiment, on sert la même cause et alors, franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut quand même dire qu'on a un soutien politique malgré tout qui est plus ou moins exprimé, parce que ce n'est pas facile à exprimer un soutien politique, notamment quand vous avez de l'interministériel, parce que vous voyez bien que là, on a un sujet qui est agricole, pour une part, un sujet santé, un sujet éducation. Mais pour prendre, moi, le sujet que j'ai regardé le plus, en rentrant par le prisme agri, bon, depuis toujours, on est regardé avec un œil bienveillant par le précédent, pour le coup, locataire de la rue de Varennes, Julien de Normandie, et qui en gros, avait besoin que... Il a disparu là. La filière, pour que lui, dans l'interministériel, puisse arriver plus fort vis-à-vis de la filière, enfin de l'éducation nationale, pardon. Je vous ai perdu pendant quelques instants sur le son. Bon. J'espère que vous m'entendez bien. Olivier, tu peux me confirmer. Et donc, c'est pour ça qu'on a tenté de faire un front commun des acteurs agroalimentaire, distribution, restauration. Vous voyez, par exemple, tous les distributeurs, sans exception, les Carrefour, les Leclerc, les Lidl, les Aldi, les Auchan, je peux les citer tous, ont signé ce manifeste.
parce que ils ont compris qu'il va falloir arriver en front commun, les industriels. Alors, ils sont plus nombreux, donc c'est plus difficile de pouvoir affirmer qu'ils ont tous signé. Mais donc, voilà, donc oui, on est très soutenu par la filière agroalimentaire parce qu'elle a compris que c'était son intérêt. Peut-être que même certains pourraient se dire, mais non, ce n'est pas leur intérêt, il faut vendre des produits transformés. Non, mais à terme, ça sert la cause. Donc, bien sûr, bien sûr. Mieux savoir pour mieux manger. Florence? Exactement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et mieux, bien comprendre aussi, comme le disait Olivier, la chance que nous avons d'avoir une agriculture qui nous apporte chaque jour des produits frais, des bons produits et des produits très diversifiés en France. Et ça, c'est aussi, cette éducation peut permettre aux enfants de se rendre compte qu'il n'y a pas que les frites et la saucisse. Voilà, en gros. Alors, Florence, une fois que vous aurez convaincu les acteurs principaux et au premier chef l'éducation nationale de rentrer dans votre projet, dans votre raisonnement, il va falloir rédiger le programme scolaire. J'ai cru comprendre que vous avez commencé déjà dans vos propos tout à l'heure, parce que ça va être la porte d'empoigne. On voit bien que dans notre pays, peut-être dans d'autres, j'en sais rien, mais en France, et singulièrement, mais c'est normal puisqu'on est le pays, non pas de la malbouffe, mais de la bonne bouffe. Dès qu'on parle nourriture, tout le monde a un avis, tout le monde est pour, tout le monde est contre, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc, entre les tenants de ceci, de cela, de l'agriculture de grand-papa, de l'agriculture de demain, de la production hors sol, sans sol, avec du sol, sur les toits, sous les toits, en souterrain, en cave, avec des animaux, etc., il va falloir tout rentrer dans un petit manuel scolaire. Alors, là, tu caricatures, mais vas-y, oui. Florence. Le programme a été rédigé. Hein. Il est rédigé, il est disponible sur le site Internet. Alors, dans ses grandes lignes, évidemment, on n'est pas descendu jusqu'à la séquence à faire en classe, mais les grandes lignes du programme sont déjà tracées. Elles ont été tracées par un collectif d'enseignants, de parents d'élèves, de nutritionnistes, de professeurs de médecine, etc. Et il n'y a pas, en fait, il n'y a pas débat parce que c'est que du bon sens. On va apprendre aux enfants comment sont produits toutes les différentes cultures en France, un œuf, la plupart des enfants ne savent pas d'où vient un œuf, enfin tous nos aliments, d'où viennent-ils, comment sont-ils cultivés, combien de temps ça met, et ils vont l'expérimenter eux-mêmes dans des potagers au sein des écoles. Et de la même manière, c'est tout à fait du bon sens qu'on veut leur apprendre. On ne veut pas leur apprendre des grandes théories sur l'alimentation. On veut qu'ils sachent faire une soupe, qu'ils sachent faire une vinaigrette, qu'ils sachent faire une béchamel, qu'ils sachent faire les principaux plats et recettes de base de notre alimentation pour être en capacité de se débrouiller avec des produits frais et d'être en capacité de se faire à manger eux-mêmes. Donc, ce n'est pas compliqué. Et puis, il faut aussi entendre l'idée d'une forme de progressivité, là aussi, c'est que, je veux dire, alors on est plein d'envie et avec une dose d'utopie immense, mais ça ne va pas basculer du jour au lendemain, donc il ne faut pas imaginer qu'à la rentrée 2022, mais même 2023, bien évidemment, on puisse avoir X heures d'enseignement tel qu'on le rêve, tel qu'on le pense. On est sur une grosse machine, tu l'as dit Olivier, elle ne bouge pas tout de suite. Pour autant, on a le droit d'espérer avoir des petites victoires, d'avoir tel sujet, telle façon de le traiter. Et donc, ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Donc, mais on a le droit d'avoir cette utopie-là, et surtout, on a le droit et le devoir de la pousser, de la défendre, et de créer ce front commun autour, pour que dans le rapport de force qui se noue avec le politique, parce que c'est bien une décision politique de mettre cette impulsion-là, eh bien, qu'on puisse avoir un jour l'espoir que, eh bien, dans X années, et peu importe le mot X, on aura entendu que apprendre les mathématiques, c'est important, apprendre à manger, c'est aussi important. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Je dis à tout le monde que dans 5-10 minutes, je prendrai les questions. Donc, mais vas-y, balance tes questions, voyons. Je termine à en poser une ou deux, pardon. Tu permets. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si. Est-ce que je voulais avoir deux choses. Déjà, si on pouvait avoir un exemple d'un cours ou d'une série de cours, quelque chose qui est déjà un peu bien
bien installé dans votre pré-programme? Alors là, je veux bien répondre parce qu'on a mis en place un pilote au Salon de l'Agriculture. On avait plusieurs stands qui nous accueillaient, et notamment, par exemple, sur le stand de la FNSEA, on a pu mettre en place Lolotte la carotte. Et donc, l'idée, c'est que on a des kakémonos qui expliquent comment on cultive les carottes, comment elles poussent, quand est-ce qu'on les récolte, etc. On a une petite tablette sur laquelle les enfants voient les agriculteurs, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose de voir sur un film et de voir sur des kakémonos. Et ensuite, ils avaient des petits godets, ils ont planté une graine de carotte, ils l'ont arrosée, ils sont repartis avec leur graine de carotte, après avoir dialogué avec l'animateur sur les conditions pour qu'elle pousse. Si je la mets à la maison et que j'y touche plus, il n'y aura rien qui va pousser. Si je l'arrose, ça va pousser. Si je la mets au noir, ça ne va pas pousser. Si je la mets près de la fenêtre, ça poussera mieux, etc., etc. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est d'abord que les enfants sont hyper contents de faire ça et qu'en même temps, ils apprennent le b.a.-ba de notre alimentation, de la vie, en fait. Sur un autre stand, d'aider le blé. Donc, ils ont appris comment pousser le blé, qu'il y avait 2 sortes de blé différents, etc. Et ensuite, ils ont fait une petite boule de pain. Donc, ils ont mélangé farine, sel, eau, etc. Ils ont pétri leur pain. Ils ont attendu un petit moment. Ils sont revenus après. Ils l'ont mis au four. Et puis après, ils ont emporté leur boule de pain. Donc, Oui, pardon, allez-y. C'est des choses très basiques. Mais alors en plus, ce qui nous a vraiment marqué, c'est que non seulement les enfants étaient heureux, mais les parents à côté, les parents derrière, ils ont tous signé le manifeste, tous ils voulaient signer le manifeste et ils étaient mais vraiment contents eux aussi d'apprendre tout ce que leurs enfants apprenaient. Oui. Pardon. Non, vas-y, Olivier. Prendre des exemples à l'autre bout du scope pour bien couvrir, en gros, de manière un peu symbolique, on dit souvent de la fourche à la fourchette. Les exemples que Florence a pris là sont des exemples qui sont près de la fourche. On pourrait imaginer, par exemple, pour aller du côté de la fourchette, c'est vraiment tout bête, quand tu regardes des emballages de produits vendus dans un supermarché, apprendre à les décoder, apprendre à savoir, par exemple, que sur les produits qui portent ce qu'on appelle une estampille vétérinaire, tu as le département où il a été fait. C'est bête, mais ça te donne déjà une indication, même si on tente de te la cacher. Quand tu regardes la liste des ingrédients, c'est écrit dans l'ordre décroissant de quantité, que si tu as eau avant autre chose, c'est qu'il y a plus d'eau que d'autres choses. Quand tu regardes la nature du composé sucrant, si tu lis sucre ou si tu lis sirop de glucose fructose, c'est pas la même chose. Quand tu achètes des glaces et que dedans, il y a de la crème fraîche, tu vas avoir un goût lacté en bouche dans ta glace. Si tu achètes une glace qui est faite avec de la matière grasse végétale, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est intéressant de le savoir et de l'apprendre, tu auras autre chose. Et donc, tu vois, même on pourrait presque faire tous les deux, Olivier, je t'amène dans un supermarché en sainte fin d'après-midi, on y passe 1 heure, je me fais fort, même à toi qui a un prisme plus agricole que moi et moi un prisme plus consommation que toi, je me fais fort de t'apprendre des choses sur les emballages, comme toi, tu m'en apprendrais peut-être sur l'art et la manière de faire ou de participer à la culture fruits et légumes. Tu vois, donc c'est vraiment très bête, mais ce savoir, il est tout à fait accessible, donc il n'y a plus qu'à le transmettre. C'est ça qui est triste par moments, c'est que pour créer un enseignement de mathématiques, pour créer le nombre, pour savoir combien il y avait de décimales derrière le pi, il a fallu des siècles pour chercher ça. Pour apprendre ce genre de petits trucs bêtes sur la conso, il faut 1 heure en magasin, par exemple. Donc, ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de volonté. C'est dommage de s'en priver. Florence, je voudrais revenir sur les 2 exemples du salon d'agriculture, le pain et la carotte, sans en faire une généralité, parce que c'est 2 petits groupes d'enfants, mais vous avez eu l'impression qu'ils ignoraient tout, et de la graine de carotte et du blé qui devenait du pain? Ah mais tout, tout. C'est franchement, mais n'importe comment, je pense qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et qui ont été relayées dans la presse. Les enfants ne savent plus du tout de quoi est faite notre alimentation. Ça, c'est à cause de ça, finalement, qu'ils ne mangent pas très bien. Donc, il y a vraiment du travail, et ce travail, je le redis, peut être fait en lien avec la restauration collective, qui tous les jours donne à manger aux enfants. Donc, il y a un vrai lien, une vraie responsabilité
dans cette éducation à l'alimentation, puisque les enfants, avant, on mangeait, la plupart, enfin, on mangeait chez nos parents, on n'allait pas à la cantine. Maintenant, tous les enfants vont à la cantine. La cantine, il faut que ça devienne un lieu aussi où on apprend des choses et notamment où on apprend les aliments. Alors, je prends la première question. Ah, ben c'est ma consoeur Florence Rabu de Végétable. Salut Florence, si tu es derrière ton écran. Je lis. Quel paradoxe, à l'heure où l'on ne compte plus les émissions de cuisine qui font un carton, le fait maison qui a eu le vent en poupe en temps de confinement, ne peut-on pas renforcer certains messages envers les parents qui, eux, ont encore reçu l'éducation de leurs parents ou grands-parents et pourraient donc prendre le temps de transmettre? Ne peut-on pas renforcer certains messages envers les parents? Voilà. Quel serait le coût d'une telle initiative ciblée sur les adultes en attendant que l'éducation prenne le relais? Temps long? Point d'interrogation. Alors, en gros, Ouais. passer aux parents avant de passer aux enfants. Les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui est extrêmement résilient, qui est très générationnel. Pour caricaturer un peu, on a tous une grand-mère ou une vieille tante qui, tous les matins, pour petit déjeuner, depuis 50 ans, prend des biscottes avec du plantain dessus. Et tu auras beau lui expliquer qu'il faudrait prendre autre chose, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une résilience, une routine, une habitude qui est telle que de toute façon, je ne dis pas que ça ne sert à rien de faire des choses, parce que bien évidemment, moi j'y participe aussi sur de nombreux médias popularisés, à expliquer, à décoder, à décrypter, mais il faut qu'on cible celui par lequel ça changera, parce qu'on est sur le temps long. Donc c'est l'enfant, quoi qu'il arrive, parce que pour le reste, manger 5 fruits et légumes par jour ou ne pas fumer parce qu'on met un truc sur les paquets de cigarettes, on sait bien que ça ne modifie pas structurellement, ça modifie bien sûr à la marge, ça sert, il ne s'agit pas de dire, il ne faut pas tomber non plus dans la caricature inverse, hein, mais ce n'est pas comme ça qu'on va retourner la table. On retournera la table parce que c'est quand même ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, ce n'est pas un peu de cosmétique. Il faut retourner la table sur l'éducation à l'alimentation, ça se passera par les enfants. Florence? Et les parents aussi, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on le voit au travers d'études aussi, les prises alimentaires ne sont plus du tout celles qu'on avait il y a même 10 ans ou 15 ans. Les repas à la maison en famille, c'est plus la généralité. Et finalement, le moment d'éducation à l'alimentation qui pourrait avoir lieu dans les familles n'a plus lieu d'être parce que chacun, un peu comme à l'américaine, mais pas autant, se nourrit devant le frigo, en gros. Et donc, s'il y a bien un endroit où finalement les enfants s'assoient à table et peuvent apprendre sur la nourriture, c'est bien à l'école, où là, il y a un repas à table. Alors, on parlait d'émissions télé dans la question de Florence. Est-ce qu'on peut, en attendant de rentrer vraiment concrètement, physiquement dans les cours d'école et dans les salles de classe, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des petits cours de cuisine qui seraient diffusés à la télé à la place de certaines publicités? Pour ma part, j'y crois pas. Je pense qu'il faut vraiment que les enfants pratiquent. Et puis, c'est encore une fois, pour que ce soit partout et pour tous, ça veut vraiment dire qu'il faut qu'il y ait un lieu où on soit sûr que le message passe pour tout le monde. Moi, les top chefs, les cours de cuisine, etc., autour de moi, dans mon entourage, je vois pas beaucoup de gens que ça incite à manger mieux. Donc, c'est très intéressant intellectuellement, et puis il y a certaines personnes qui prennent plaisir, mais en fait, la plupart des gens qui ont besoin de bien manger, qui ont besoin de se reconnecter à leur alimentation, ils ne suivent pas Top Chef, hein, ils ne suivent pas les cours de cuisine à la télé, je crois. Moi, je voudrais faire 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que ceux qui ne veulent pas qu'on bouge le mammouth, c'est-à-dire l'intérieur du programme scolaire, ils n'attendent que ça, qu'on se satisfasse de petits trucs et de mesurettes. Voilà. Et la deuxième chose, parce que Florence, elle l'a redit, tu l'as bien entendu, moi j'ai insisté, il y a la notion de partout et pour tous. On est sur un sujet qui doit se résumer de la manière suivante: apprendre à manger est aussi important qu'apprendre à compter. Ce n'est pas une façon de dire que les mathématiques ne servent à rien, c'est évidemment pas le sujet, mais on l'a oublié, la bouffe, c'est la vie, merde, putain, mais il va falloir qu'on refoute ça dans la tête du citoyen. Il y a 3 ou 4 générations,
la première chose à laquelle pensaient nos aïeuls, nos ancêtres le matin, c'était qu'est-ce qu'on va manger, comment on va manger. Donc, on est dans une civilisation où il y a de la bouffe partout, on fait 3 pas dans la rue, il y a 2 kebabs, un McDo, 3 supermarchés, des vendeurs à la sauvette. Je veux dire, il y a de la bouffe partout, donc évidemment, on est rentré dans cette idée que c'est plus un sujet, l'alimentation. Mais si, grand Dieu, ça n'est un, et on le revoit en ce moment ponctuellement sur quelques filières, parce qu'on se rend compte que, ah ben tiens, le rayon huile, il est vide, le rayon cornichon, il est en train de se vider, la moutarde, ah ben il n'y en a pas non plus, demain, ça sera encore autre chose. Bon, et donc on a besoin de remettre la bouffe. Je dis la bouffe parce qu'il y a ce lien affectif derrière ce vocabulaire-là. La bouffe, c'est la vie. Voilà. Donc les mathématiques, c'est aussi la vie parce que c'est important, mais ce n'est pas à ce point-là plus important que l'alimentation, de telle manière qu'on n'aurait même pas besoin de l'enseigner. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin, parce que la transmission intrafamiliale, existait au travers des générations. Désormais, ce n'est plus le cas, donc on en a besoin. Il va juste falloir qu'on prenne acte de ça. Hein. Ce n'est pas plus compliqué. Hein. Alors, on rentre dans une nouvelle mandature. Alors, évidemment, sans prendre d'engagement, mais c'est bien d'avoir un calendrier parce qu'il faut savoir comment on avance et où on va. J'ai cru comprendre que vous aviez quasiment convaincu le ministre sortant. Donc maintenant, nous avons un nouveau ministre et à l'Éducation nationale et à l'agriculture. Donc j'imagine que vous commencez à réfléchir à comment convaincre ces personnes, mais là, je vous fais confiance. Donc au-delà de ce travail de conviction qui va être rapide, quel calendrier dans votre tête vous mettez pour dire, allez, le premier cours en CP d'éducation à l'agriculture et au goût, c'est pour quelle année? C'est compliqué de répondre à ça. D'abord, le travail de conviction n'est pas si rapide et si facile que ça. Je pense qu'effectivement, les nouveaux ministres vont avoir beaucoup de dossiers comme les nôtres sur leur table à étudier et que ça ne va peut-être pas être le premier à passer au-dessus de la pile. En tout cas, l'idée, ce serait d'aller travailler avec le Conseil supérieur des programmes pour essayer de mener un pilote sur soit une académie, soit plusieurs académies, mais un niveau scolaire. En fait, on ne pourra pas tout diffuser au même moment, mais essayer de faire un pilote en voyant ce que ça peut donner pour une cohorte d'enfants. Et derrière, parce que je suis convaincue que les résultats seront là très rapidement, il faut savoir que la Finlande et le Japon, qui ont inscrit l'éducation à l'alimentation dans leur programme scolaire, ont réduit de 50% l'obésité en 5 ans chez les enfants. Donc, quand on entend ça, comment peut-on ne pas tout de suite s'emparer du sujet et faire quelque chose? Donc, je pense que si on réussit à faire un pilote, je pense qu'après, ça se fera naturellement parce que c'est aussi une demande de la société, c'est une recherche de sens, c'est une recherche d'éthique. Les gens ont compris, comme l'a dit Olivier, que l'alimentation et la santé étaient étroitement liées. Le Covid nous l'a montré, ceux qui ont été les plus touchés étaient ceux qui étaient en surpoids. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite là récemment. Et je pense que, en tout cas, on va tout faire pour aller voir les ministres et pour essayer de les convaincre de faire ce pilote. Je rajouterai le point suivant, c'est que comme dans la politique, parce que quelque part on fait de la politique en faisant ça, on a un point commun avec la démarche politique et une différence avec les hommes politiques. La différence avec les hommes politiques, c'est que nous, on ne promet pas ou on n'envisage pas le grand soir d'un coup, parce qu'on sait que ce n'est pas réaliste. Et que comme on s'adresse d'abord à des gens qui réfléchissent un peu l'écosystème de la filière agro, le politique, si on arrive avec la naïveté de penser que c'est pour la rentrée 2023 ou 2024 et que badaboum, il faut y aller, mais personne ne nous prendra au sérieux. On n'est pas dans un concours Lépine de l'invention pour faire parler de nous. On est dans une idée que l'on a bâtie sur des attendus qu'on pense excessivement clairs.
la santé publique, l'absence de transmission intrafamiliale, la déconnexion avec l'agriculture d'une manière générale. Donc, on sait bien que ça ne va pas se faire comme ça. Donc, on ne le revendique même pas. Enfin, moi, je ne revendique pas que ça arrive dans les programmes demain matin. Par contre, donc là, on ne fait pas comme les hommes politiques. Mais là où on fait de la politique, c'est qu'on est dans un cheminement où on installe un rapport de force. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je théorise notre action, de la même manière que je l'avais fait sur l'origine. C'est on a besoin d'installer un rapport de force avec ceux qui auront les manettes pour faire bouger les choses. Si Blanquer avait accepté de saisir le Conseil des programmes, c'est bien parce qu'on a fait du bruit et qu'on a installé un rapport de force sur l'idée de dire « Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il faudrait peut-être réfléchir à… » Et donc, c'est ça notre ambition. Et c'est là où on fait de la politique. Donc, on installe un rapport de force en ayant tous les distributeurs, en ayant le monde agri, en ayant un maximum d'industriels, demain en ayant des parents d'élèves. Et si j'avais un rêve à faire, moi, ce n'est pas que ce soit dans les programmes en 2023 ou en 2024, c'est que demain, toutes les associations de parents d'élèves, sans exception, s'approprient le sujet, le fassent voter à tous leurs membres pour qu'on ait des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de signatures à notre manifeste pour qu'on puisse lui donner un cheminement au Conseil économique et social pour cranter encore le rapport de force dans lequel on est. On est dans un processus politique et donc on installe un rapport de force. Alors il y a des moments où ça avance d'un coup au salon de l'agriculture, il y a des moments où ça avance moins. Bon, mais c'est ça notre projet. C'est pas de savoir si c'est en 2024 ou en 2022 ou en 2025 qu'il y aura un cours au CP. Parce que franchement, moi j'en sais rien et honnêtement, j'y crois pas que ça soit là. Alors, par contre, je veux tout faire pour que ça le soit un jour. C'est pas pour ne pas oublier, j'avais prévu de vous interroger là-dessus, mais tu viens je saisis la balle au bon. Le but, c'est d'avoir, donc il y a un site, je ne sais pas où est-ce que je l'ai noté, où on peut signer la pétition. L'Open Agri-Food. Open Agri-Food. Donc le but, c'est d'avoir 100 000 signatures, c'est ça? Alors, si on a 150 000 signatures, on peut cranter quelque part, c'est-à-dire on peut franchir une marche qui nous autoriserait à aller, bon, d'abord parce que en termes de bruit, ça fait plus de bruit que si on est trois à signer quelque chose. Hein. Je force volontairement le trait, mais c'est quand même ça. Et donc, on pourrait aller au Conseil économique et social pour aller défendre l'idée, quitte d'ailleurs à ce qu'elle soit amendée ensuite. Florence ou moi, on n'a pas vocation à dire on veut tout reprendre au mot près, machin. Enfin, je veux dire, on fait de la politique avec le désintéressement du citoyen qui est juste convaincu qu'il a une pierre à apporter à un édifice. Ça veut dire, est-ce que Florence ou moi, on veut être ministre de l'Éducation alimentaire? Je te rassure, hein, même pas en rêve. Hein. Je caricature et je parle au nom de Florence. Mais on n'est pas dans cette logique-là. On est dans la logique de dire, on a une conviction qu'on pense avoir argumenté, non pas par du militantisme primaire, mais par un peu de rationalité. J'espère qu'on l'a fait, que ceux qui nous ont écoutés ont compris au moins ce sur quoi on base nos convictions derrière. Et donc, chaque fois qu'on peut aller pousser les feux, c'est notre intérêt. Donc oui, l'objectif, c'est 150 000. Et moi, ma baguette magique, si j'en avais une, c'est de dire demain, tous les parents d'élèves auront signé. Alors, il reste pas tout à fait 10 minutes, donc c'est bon. On va mettre les coordonnées d'Open Agri-Food et le manifeste sur le site de Medfel. Je pense que c'est possible. On me dit oui, voilà, j'en étais sûr. Il y a des choses plus difficiles que ça, je pense. Hein. Allez-y, signez. Il va falloir que je signe moi aussi d'ailleurs, mais voilà. Deuxièmement, on prend rendez-vous l'année prochaine à Medfel. Alors pas forcément, vous ne serez pas obligé de venir, mais on se fera un petit coucou par vidéo pour savoir où on en est. Alors j'ai une remarque, plus qu'une question, de Stéphanie Éclanchet. Alors Stéphanie, je ne vous connais pas. Le budget alimentaire des familles a été réduit au profit des budgets nouvelles technologies et loisirs. Il y a du job. Alors c'est vrai, mais j'ai envie d'ajouter quand même, après, vous le savez, cuisiner des produits frais, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des produits transformés ou du kebab ou du burger tous les jours. Encore faut-il le savoir, le pouvoir et le vouloir. Et voilà. Que justement, l'éducation, ça active ces trois leviers-là. C'est-à-dire parce que je sais, j'en déduis que je peux, et donc je peux éventuellement le vouloir. Parce que si je ne sais pas, je ne peux même pas le vouloir. Hein. C'est aussi bête que ça. Ça peut vous paraître un peu fumeux comme concept, mais je veux dire, c'est la base de l'action. Hein. Alors, tu as évoqué le côté politique du projet, Olivier. On est en campagne électorale, on sort de la présidentielle, on va rentrer dans les législatives. Les politiques, les partis ont rédigé, proposé beaucoup de choses sur cette question alimentaire. Alors, ça va du
du chèque alimentaire à la TVA à taux réduit, au prix des fruits et légumes bloqués, et j'en oublie plein. C'est certainement, chacune a sa justification, chacune est probablement utile, mais finalement, c'est de l'urgence contre la vie chère, mais on n'est pas sur du long terme, Florence. Oui, pardon. Non, enfin, le chèque alimentaire, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. C'est nécessaire aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a des gens en France qui n'arrivent pas à se nourrir, et ça, c'est insupportable. Mais par contre, il faut voir comment il est articulé, ce chèque alimentaire, et vers qui il va. Voilà, c'est peut-être un petit peu le bémol que je pourrais apporter à ça. Mais Olivier, je pense que tu dois avoir, toi, une opinion aussi sur la question. Oui, oui, non, mais qui a d'ailleurs été développé ce matin dans une tribune aux Échos par Michel-Édouard Leclerc. En gros, l'idée du chèque alimentaire, historiquement, défendue notamment par la FNSEA, était un chèque alimentaire pour flécher les achats alimentaires des Français vers des produits plus vertueux, qui soient vertueux nutritionnellement ou socialement d'ailleurs, vers des fruits et légumes, et qui plus est français. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, le chèque alimentaire revient dans le débat public, mais plus du tout pour ça. Ça s'appelle pareil, mais c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, le chèque alimentaire, c'est permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de manger à satiété de pouvoir le faire, parce que sinon, ils vont devoir baisser les quantités qu'ils achètent. Et quand vous baissez les quantités de nourriture, c'est quand même un peu mauvais signe. Donc, l'urgence sociale conduit à flécher ce dispositif-là sans regarder si c'est pour acheter des coquillettes made in Espagne ou in Italie, ou si c'est pour faire ou pour manger des cerises produites en France. Hein. Et accessoirement, j'ai ma petite idée sur comment il sera dépensé. Hein. Donc, mais on est dans une forme d'urgence sociale. Donc, et il ne faut juste pas mélanger les échelles de temps. Ça veut dire que l'urgence sociale pour l'accessibilité alimentaire ne vient pas balayer notre proposition et notre projet qui, lui, s'inscrivait dans un temps vachement plus long. On te l'a dit d'ailleurs, c'est un temps générationnel dans lequel on s'inscrit. Et tu vois, à chaque fois, on est revenu sur l'école, 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 sous-entendu les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc, on accepte l'idée de ce temps générationnel qui est un temps long. Et dans le même temps, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un temps de l'urgence sociale, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand vous avez les 10% de Français les plus modestes qui consacrent à peu près la moitié de leur budget disponible à l'alimentation, et que l'alimentation subit une inflation aujourd'hui de 4%, et d'ici à l'été qui sera de 8%, eh bien, ça devient juste insupportable. Et ils ne peuvent pas manger à satiété. Donc, le sujet, ce n'est pas de savoir d'où viennent les produits qu'ils achèteront. Et c'est le défenseur de Balance ton origine qui vous le dit. Hein. Moi, je préfère que des gens mangent à leur faim de produits qui viennent de l'autre bout du monde que des gens qui ne mangent pas du tout. Parce que se posera un autre problème qui sera civilisationnel, c'est-à-dire la cohésion sociale. Il n'y a pas de cohésion sociale s'il n'y a pas la satiété alimentaire. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'on l'oublie parce qu'on est débordé de bouffe aujourd'hui partout, à tous les coins de rue. Mais on oublie qu'il y en a qui n'arrivent pas à ça. Et dans l'histoire de France, on a bien vu que quand le peuple n'avait plus de pain, ça ne sentait pas bon pour le roi. Hein. Ben, c'est pareil, hein. C'est la même idée. Évidemment, version 21e siècle. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a d'autres budgets qui sont passés devant, mais c'est un autre sujet. Non, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de dire. Mais c'est aussi. Mais on ne va pas interdire à des gens de dépenser en loisirs en leur disant ah, ben non, les gars, maintenant... je parlais pas de ça, mais je parlais du loyer, je parlais d'énergie qui pèse énormément sur le budget des ménages et notamment des plus modestes. Et finalement, mais on n'a pas le temps de lancer le débat, on voit grosso modo la part de l'alimentation dans le poids des dépenses d'un ménage, elle ne bouge pas depuis 30 ans, 40 ans. Alors si, la part en pourcentage diminue, mais la valeur en valeur brute, elle reste la même puisque globalement, notre capacité à dépenser, elle a progressé. Donc, mais la part que l'on y consacre, mais c'est aussi pour ça que ce travail générationnel doit avoir comme conséquence qu'on remette l'alimentation au centre de la vie et qu'il y a des moments où quand on achète des premiers prix dégueulasses, j'assume le mot, on dessert sa vie
parce qu'on met en péril sa santé, pas dans l'instant, parce que tout ce que l'on vend en France, enfin, à 99,9%, sauf des incidents alimentaires, est quand même sain, loyal, marchand. Mais là, on ne parle pas de est-ce que je vais mourir en mangeant une pizza ou un chocolat ou une boîte de conserve. Il y a des produits qui ont des défauts nutritionnels majeurs sur le temps long. Et donc ça, l'alimentation doit le corriger par l'éducation. On en revient à notre sujet. De toute façon, on est dans le temps générationnel long. Il ne faut pas être naïf. Sinon, ça s'appelle la dictature. Moi, je peux très bien décréter qu'à partir d'aujourd'hui, on ne consomme plus de confiture au sirop de glucose fructose parce que ça serait dégueulasse. Qui je suis pour le dire? D'abord, il y a des contestations partout. Puis vous imaginez dans quel type de vie politique serions-nous si celui qui est tout en haut de la pyramide avait la capacité de dire « Ah ben non, Olivier Masbou, vous arrêtez la confiture au sirop de glucose fructose ». Ok, c'est peut-être très éclairé comme décision, mais ça dit tellement de choses sur la société dans laquelle on serait que celle-là, moi, j'en veux pas. Mais ok, ce sera le mot de la fin. Florence, un grand merci. J'ai été heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Sans révéler les petits secrets de notre préparation, on a fait ça assez rapidement et vous avez dit oui tout de suite. Donc, un grand merci. Olivier, merci pour ta fidélité. Promis, on se donne rendez-vous d'une manière ou d'une autre pour faire le point sur votre projet dès que possible. Et on se tient au courant. Merci à tous. Merci à vous qui nous avez suivis. À l'année prochaine pour Medfail 2023. En présentiel fin avril avec un Medfail comme d'habitude. Et puis, toujours, il y aura toujours, je pense, maintenant des prévisions de récolte pêche nectarine fin mai. Au revoir à tous, merci et à l'année prochaine.